Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jazzy, le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jazzy, le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline, dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles, de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jazzy, le podcast se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle, conçu comme un écho des stages organisés dans le cadre du plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Antoine Roussel. Alors, Antoine Roussel, vous avez été officier de l'armée de terre pendant 17 ans. Vous avez travaillé en tant qu'enseignant-chercheur, formateur des futurs officiers de l'armée au centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Vous avez demandé un détachement dans le cadre du corps des agrégés et vous êtes aujourd'hui professeur au lycée de Dembéni à Mayotte. Pour animer ce podcast avec moi, comme à l'accoutumée, Monsieur Clément Camouli-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Antoine Roussel, nous vous recevons aujourd'hui donc pour évoquer votre thème de recherche, à savoir la guerre, particulièrement entre particulièrement entre la guerre de 7 ans et la période de la guerre napoléonienne, et plus généralement l'histoire de la pensée militaire. Alors, pour débuter ce podcast, vous le voyez derrière moi, on a un personnage emblématique de nos cours de spécialité de terminale qui est Clausewitz. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce personnage? Alors oui, donc Clausewitz, c'est un officier prussien qui débute sa carrière à la fin du XVIIIe siècle, hein. Son début de carrière coïncide en fin de compte avec le début des guerres de la Révolution. C'est comment dire un officier qui est très tôt repéré pour ses talents. Quand il fait partie en fin de compte d'un vivier de jeunes talents identifiés par Scharnhorst, hein, et Scharnhorst qui appartient comment dire, à un groupe d'officiers qu'on qualifie de réformateurs. Alors, pourquoi ces réformateurs sont extrêmement importants à l'époque au sein de l'armée prussienne? C'est que lors des toutes premières campagnes révolutionnaires, les Prussiens s'entendent à balayer très très rapidement les armées constituées par Lazare Carnot, qui sont donc ces armées issues de la levée en masse et qui sont l'antithèse complète des armées professionnelles ou proto-professionnelles héritées du XVIIIe siècle. Donc, on a cette idée qu'on va très rapidement venir à bout des armées professionnelles, des armées révolutionnaires. Et c'est, comment dire, j'ai en tête Colin Massenbach, hein, qui est un des grands théoriciens de l'armée prussienne de l'époque, qui est aujourd'hui complètement oublié, hein, qui parle de populace en expédition. Et là, c'est la première surprise. Non seulement elles sont extrêmement difficiles à vaincre, ces armées révolutionnaires, mais elles réussissent à conquérir l'initiative et à vaincre les armées des coalisés. Donc ça, c'est une révélation pour le jeune Clausewitz, hein, qui est pétri, hein, du dogme et même, je dirais même plutôt du complexe, hein, de la supériorité des armées frédériciennes. Et donc, peu à peu, on va assister à une remise en question de ce dogme chez Clausewitz. Et plus particulièrement après la campagne donc, de 1807, 1806-1807. Donc, très rapidement, après la bataille, enfin, les batailles de Hinauerstadt, hein, l'armée prussienne est balayée, elle est en fuite, et Clausewitz, qui a un poste assez important, hein, puisque Scharnhorst l'a placé auprès d'un prince de la maison royale de Prusse. Clausewitz est fait prisonnier et donc il va passer sa captivité en France. Mais en tant qu'aide de camp d'un prince royal de la famille, d'un prince de la famille royale prussienne, bon, il a une certaine latitude, hein. Il est en gros ce qu'on appelle prisonnier sur parole. Et
il va pouvoir observer un peu ce qui se passe en France. Donc, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est un sentiment chez Clausewitz qui est entre, comment dire, la haine et la fascination. Mais quoi qu'il en soit, il est, comment dire, au plus proche pour comprendre comment vaincre son ennemi. Ça qui est important en fin de compte, c'est-à-dire que Clausewitz va pas chercher, comment dire, les, les causes de la supériorité française dans le génie opératif de Napoléon, mais va plutôt comprendre ce que la Révolution a entraîné comme modification au niveau de la structure des armées. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et au cours de ce séjour, il bénéficie comme j'ai dit, une certaine latitude et ça va lui permettre de partir en villégiature à Coppet, donc auprès de Germaine de Staël, hein, qui a rassemblé autour d'elle toute une équipe d'intellectuels. Et ces intellectuels vont avoir une influence décisive sur Clausewitz. Ça, c'est des gens comme Müller, Schlegel, etc. Et donc ça, c'est très important puisque ces auteurs-là sont interdits en Prusse. Donc ça lui permet de découvrir, ça lui ouvre une fenêtre sur quelque chose auquel il n'avait pas accès en Prusse. Et là, ça va être, après son retour de captivité, ça va être, comment dire, une période d'intense étude chez Clausewitz, et surtout, on donne raison aux réformateurs. Les réformateurs, pour lesquels on avait un petit peu d'hostilité au niveau des autorités politiques, vont pouvoir enfin mettre leurs idées en pratique. Et Clausewitz, notamment auprès de Scharnhorst, va commencer à mettre sur pied un embryon d'armée nationale. Et la confiance qu'on a en lui est telle qu'on va lui confier l'éducation militaire du prince royal de Prusse, donc l'héritier de Frédéric Guillaume. Et arrive un moment qui va être assez rupture dans sa vie, c'est-à-dire qu'on comprend qu'à ce moment-là de sa carrière, Clausewitz est parti pour comment dire, une carrière assez brillante, mais arrive donc l'épisode de 1812. La Prusse va dépêcher auprès de Napoléon un corps d'armée prussien, et là Clausewitz est en totale comment dire, opposition avec cette décision politique, décide de démissionner. Il va laisser une lettre qui est assez célèbre où il explique les motifs de sa démission et va rejoindre les rangs de l'armée russe. Alors bon, on ne sait pas ce qui est exactement difficile de savoir quelle a été sa contribution durant cette campagne de Russie, puisque bon, Clausewitz ne parlant pas russe, c'était assez compliqué. Néanmoins, il y a un événement majeur à porter à son crédit, c'est ce qu'on appelle l'armistice de Toroghan, c'est-à-dire que c'est lui qui va négocier directement avec le chef du corps d'armée prussien durant la campagne de Russie, comment dire, son passage du côté des Russes. Et ça, la couronne royale prussienne ne va jamais pardonner comment dire, cet acte, d'abord cette démission, et ensuite l'armistice de Toroghan à Clausewitz. Ce qui fait que par la suite, il va être, comme on dirait aujourd'hui vulgairement, placardisé. Il va avoir beaucoup de mal à réintégrer l'armée prussienne. Il va servir en fin de compte surtout d'officier de liaison entre les coalisés jusqu'à quasiment 1815. Il réintègre à la fin des guerres napoléoniennes l'armée prussienne, mais on va comment dire, le cantonner à des postes subalternes. Une fois la paix revenue, on va lui confier un poste qui semble assez prestigieux, assez intéressant, c'est le commandement de l'école de guerre, l'académie de guerre prussienne. Bon, encore une fois, c'est un placard. C'est un placard. C'est-à-dire que Clausewitz c'est un poste qui est quasi purement honorifique. Il n'a aucun pouvoir sur les programmes et il a l'interdiction expresse d'enseigner. Et donc Clausewitz, qui jusqu'ici avait, comment dire, assez peu écrit, quelques articles dans la revue prussienne de l'époque, revue militaire prussienne Pallas, un
un petit manuel d'instruction pour le prince royal de Prusse, des petites choses par-ci, par-là. Donc Clausewitz va commencer vraiment, ici, va profiter de ce temps libre, entre guillemets, pour fixer sur le papier sa réflexion. Et ça qui est assez intéressant, c'est que Clausewitz, il est traditionnellement, enfin, pour beaucoup, on le perçoit comme une espèce de stratège de cabinet. Pas du tout. C'est une pensée qui est entièrement tournée vers l'action et c'est le fruit de toute cette réflexion tournée vers, eh bien, comment dire, la libération de son pays, la reconquête de la puissance, qui va donner lieu à ses écrits. Donc, ce sont des écrits d'ordre historique. On va retrouver des travaux sur Charles Mars, notamment. Et puis, c'est surtout le De la guerre. Voilà. Donc, le De la guerre, qui était une trinité, enfin, qui était un ouvrage, comment dire, qui était destiné à intégrer une trinité, enfin, une trilogie plutôt, pardon. Un ouvrage donc, sur la stratégie, ou du moins sur la stratégie, un ouvrage sur la tactique, tactique théorique, et puis comment dire, un ouvrage sur la petite guerre. Donc très longtemps, c'est resté une rumeur, mais récemment, on a retrouvé un vague plan de cet ouvrage sur la petite guerre. Pour finir, donc Clausewitz n'achève pas son de la guerre. Hein, il reviendra à sa veuve, Maria van Broel, d'éditer de la guerre. Hein, parce que Clausewitz abandonne ses travaux dans la mesure où il retrouve une activité opérationnelle. C'est l'époque du Covid-19 de l'époque, hein, la pandémie de choléra asiatique. Et il est chef d'état-major de Gneisenau. Il est chargé d'organiser un cordon sanitaire alors, c'est une mission qui évolue, hein, parce qu'il y a des troubles en Pologne. Et ce cordon défensif évolue en cordon sanitaire. Et pas de chance, hein, Clausewitz va mourir justement du choléra au cours de cette mission. Et donc, c'est son épouse qui se chargera d'éditer de la guerre avec la participation de l'état-major prussien. Donc, voilà très brièvement la biographie de Clausewitz. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation du personnage. Donc, comme tu l'as abordé, il a donc rédigé cet ouvrage de la guerre, qui est un ouvrage qui est encore étudié aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand en terminale spécialité, on traite de cette thématique, de faire la guerre, faire la paix, évidemment, quand on parle de Clausewitz, il faut, hein, bien évidemment, aborder cet ouvrage, il faut donner des extraits. Alors, du coup, quelques petites questions, si on peut rapidement parler des concepts, ou en tout cas on va dire, de la substantifique moelle de l'ouvrage de Clausewitz. Clausewitz, il parle dans son ouvrage notamment de guerre absolue, de centre de gravité de la guerre, de brouillard de la guerre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ces différentes notions, ces différents concepts? En gros, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ou expliquer aux élèves de cet ouvrage? Alors, avant d'en venir à ce qu'on doit en retenir, moi, j'aimerais juste revenir un moment sur le contexte parce que Clausewitz n'est pas le seul et unique penseur militaire. Je pense qu'avant tout, ce qu'il faut, comment dire, sur les choses sur lesquelles il faut insister, c'est pourquoi lui? Pourquoi spécifiquement étudier Clausewitz? Clausewitz il est quasiment inconnu de son vivant. Il n'est pas lu, et même pendant très très longtemps, c'est dans dans l'introduction de la traduction de Naville, de la préface de la traduction de Naville de 1955, on dit de Clausewitz, souvent cité, peu lu, compris moins encore. Et donc, y compris pendant le 19e, il y a un autre auteur militaire qui est beaucoup plus lu et connu, son grand rival intellectuel, c'est Henri-Antoine de Jomini. Et il est caractéristique, en fin de compte, ce Jomini, de la grande majorité des auteurs militaires qui pensent la guerre dans la guerre.
C'est-à-dire que c'est une pensée, je dirais, d'état-major, qu'on va établir une doctrine, en fonction d'un certain nombre de données, techniques, tactiques, etc. En gros, ce type d'ouvrage, c'est, à la cuisine, c'est, un ouvrage de recette. Il faut faire ceci, cela, etc., face à tel type de situation. Clausewitz, il diffère complètement des autres dans la mesure où, alors, quelques-uns avant lui l'ont pressenti. Dans les programmes, on parle de Guibert, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Guibert et sa défense du système de guerre moderne. Il y a Henry Lloyd, également, le Michaud d'Arçon. Moi, ce que j'appelle la génération des soldats philosophes. Donc, des gens qui allaient chercher dans d'autres, dans d'autres disciplines, notamment dans ce qu'on qualifierait aujourd'hui de sciences humaines, des méthodes pour essayer de comprendre la guerre. Et c'est typiquement ce qu'a fait Clausewitz. Donc il n'a pas pensé la guerre dans la guerre, il a commencé déjà à penser la guerre elle-même. Et donc c'est pour ça qu'on Clausewitz, on doit parler vraiment de philosophie de la guerre. Pour lui, il se dit, mais il va chercher à comprendre ce qu'il y a, pour caricaturer, Clausewitz, on peut l'appliquer encore à l'Ukraine aujourd'hui, à Barkhane au Mali, on peut l'appliquer pour comprendre la guerre de 30 ans. Pourtant, c'est extrêmement, différent. Quel est le point commun entre un conflit au XVIIe siècle, où on va utiliser des canons qui tirent à 600 mètres avec une précision aléatoire, des cavaliers, des gens qui sont équipés de mousquets d'arquebuse, et qu'est-ce qu'il y a de commun avec un conflit, du XXe siècle, qui est caractérisé par la mécanisation, la motorisation, etc. Bon, Clausewitz, Jomini, on ne pourrait pas l'appliquer. Ça ne marcherait pas. Ce qui évoque. Par contre, Clausewitz, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en fin de compte, les formes de conflit pouvaient être extrêmement diverses et il fallait, fixer la nature de la guerre. Et c'est ça qui est intéressant. Il a réussi à fixer comprendre cette nature changeante de la guerre à travers ce qu'on appelle la trinité clausewitzienne. Et ça, c'est grâce à l'influence, par exemple, de philosophes comme Kieswetter, dont il a suivi les cours. Donc, c'est les principes de polarité, ou également de dialectique qu'on trouve également chez Kant. Souvent, on dit, voilà, Clausewitz a été influencé par Kant. Non, Clausewitz est influencé par le romantisme et plus globalement. Donc, il va fixer donc, cette trinité clausewitzienne. Voilà, dans chaque guerre, on a trois pôles qui vont la structurer. Ce sont les pouvoirs politiques qui vont fixer les buts de guerre. On a un autre pôle qui est, la nation, le peuple, pôle qui est important parce qu'il va donner sa légitimité au pouvoir politique, et c'est également le vivier dont on tire les forces armées. Et le troisième pôle, c'est celui qui reçoit les objectifs les buts de guerre, qui va traduire les buts de guerre fixés par le gouvernement, c'est les autorités militaires, donc, en gros l'armée en tant que structure, et qui va justement transformer ce vivier, qui est le peuple, sa violence naturelle, en un outil militaire qui va permettre de répondre au pouvoir politique. Et donc, ce que dit Clausewitz, c'est que, quel que soit le conflit, on peut faire la démonstration, on peut l'appliquer, on retrouvera toujours un pouvoir politique, des autorités militaires, et puis, la population. Et donc, en fonction du contexte, politique, technologique, etc., eh bien, la guerre, dans sa manifestation, va être plus ou moins attirée par l'un de ces pôles. Et ce qui va donner donc une multitude de formes de conflits. Et donc, Clausewitz dit, voilà, encore on retrouve l'idée de pôle ici. Cette multitude de conflits, elle va, évoluer en fonction de ce contexte sur un curseur qui va de la guerre limitée jusqu'à la guerre absolue. Alors, j'emploie, le terme de guerre absolue. Il y a souvent il y a une controverse sur l'emploi ici.
problème de traduction, hein, sur la guerre totale, guerre absolue. Alors, moi, je préfère employer le terme de guerre absolue, puisque nous-mêmes, dans du coup, on emploie comment dire, le concept de guerre totale, hein, pour l'appliquer au conflit du début du XXe siècle. Et donc, à partir de ce moment-là, la guerre totale est une réalité. Ces deux concepts de guerre limitée et de guerre absolue, chez Clausewitz, ce sont des idéaux qu'on doit, enfin, des idéaux à atteindre, entre guillemets. La guerre ne peut jamais être totalement limitée. On ne peut jamais totalement encadrer la violence, par exemple. Et puis, elle ne peut jamais être totalement absolue parce qu'on ne peut jamais consacrer 100% des ressources d'une nation à un but de guerre. Donc voilà, en fonction du contexte, en fonction des internationales, en fonction d'un contexte aussi interne aux États, en fonction voilà, tout ce qu'on peut globalement mettre sous le terme de contexte, ben, la guerre va se déplacer sur la guerre réelle, hein, un peu politique s'emploie, va se déplacer sur ce curseur. Et ça nous donne aussi, en découle les types de stratégies. C'est-à-dire que, comment dire, le stratège, pour Clausewitz, c'est ce qu'il appelle le joueur. Hein. C'est celui qui, à travers ce que tu évoquais tout à l'heure, le brouillard de la guerre, va discerner les probabilités. Bon, bah, le brouillard de la guerre, c'est comment expliquer ça simplement. Le brouillard de la guerre, c'est que il y a une phrase, j'aime bien citer une phrase de Moltke l'ancien, hein, chef d'état-major prussien durant la guerre franco-prussienne de 1870-71, qui disait bah, tout plan de bataille est périmé dès qu'on a tiré la première balle. C'est ça, c'est-à-dire que, comment dire, la guerre, c'est le chaos. Et donc, le rôle du stratège, ça va être de discerner justement des probabilités, comme un joueur de poker en quelque sorte, sur ce chaos du champ de bataille et du théâtre d'opération. Et donc, le stratège peut mettre en œuvre deux types de guerres. S'il va être sur une guerre limitée, ça va être des stratégies dites d'attrition. Donc, ici, on va comment dire, les, les pertes, comment dire, tolérables, les efforts engagés seront très, très strictement limités par les enjeux. On va essayer de conquérir, c'est comment dire, l'exemple typique, c'est, je dirais, la France pendant la guerre de 7 ans, qui s'attend à rejouer une guerre assez classique. On va s'emparer d'une province et on l'échangera pour faire une paix blanche contre ce qu'on aura perdu durant les colonies lorsqu'on signera la paix. Bon, ben, pas de chance, ça ne s'est pas passé comme ça. Et la guerre absolue, ben, la guerre absolue, le bon exemple, j'ai envie de dire, c'est l'appel du 10 juin. C'est De Gaulle qui dit, ben voilà, c'est qu'une bataille et tout doit être subordonné au résultat final, c'est la victoire contre l'ennemi. Et donc là, qu'importe le coup, en gros. Donc voilà, en gros, comment dire, le fil conducteur de la pensée clausewitzienne. Si si on se limite au niveau justement de la stratégie. D'accord, merci beaucoup. Alors, si tu me permettre une autre question, est-ce que tu pourrais expliquer cette phrase que tu nous avais fournie dans ton texte? Clausewitz devient le principal interprète du passage de la guerre des princes à la guerre des peuples. Et ça, je Oui. pense que c'est quelque chose d'important, puisque du coup, évidemment, les guerres révolutionnaires marquent une charnière. Hein, il y a un Oui. avant et un après. Du coup, Alors est-ce en que tu fait, pourrais clarifier un peu oui. ça, s'il te plaît? Oui. Alors en fait, comment dire, j'avoue le plagiat de cette idée de guerre des princes, de guerre des peuples. J'ai été piqué l'idée dans un ouvrage de Jean-Claude Léonard Le Michaud d'Arçon, qui est un ancien ingénieur du roi et auquel Lazare Carnot a confié les premiers cours, enfin, il faisait partie de la première équipe d'enseignants de Polytechnique en 1795. Et donc, dans ses mémoires politiques et militaires, il emploie comment dire, cette expression hein, du passage de la guerre des princes à la guerre des peuples. Bien, la guerre des princes, on est sur un modèle, alors à la fois, comment dire, en termes de relations internationales, c'est
comment dire, celui de Westphalie, celui de l'équilibre des puissances, hein, et d'un modèle d'armée. C'est-à-dire que là, on peut remonter quasiment à un autre des inspirateurs comment dire, de Clausewitz, une autre de ses lectures, c'est Machiavel. Donc, Machiavel, il est connu pour Le Prince, mais j'ai envie de dire, cet ouvrage, Machiavel y accordait peu d'importance, puisque le seul qu'il a publié de son vivant, en 1521, c'est L'Art de la guerre, et où il explique son échec en tant que, comment dire, organisateur de la défense de la cité de Florence. Et Machiavel dit, bon, si on veut que comment dire, si on veut un modèle d'armée le plus efficace possible, il faut qu'il soit représentatif de la cité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les gens se sentiront concernés par leur défense. Donc, en gros, c'est un système de service militaire avec une armée qui est essentiellement des fantassins et constituée de ce qu'on pourrait quasiment appeler les classes moyennes, hein, de l'époque à Florence, même si évidemment l'expression est anachronique. Eh bien, parallèlement, à l'époque, en France, on a un penseur de l'absolutisme, Claude de Seyssel, dans sa Grande Monarchie qui dédie à François Ier en 1515. Claude de Seyssel dit, ben, voilà ce qui est en train de se passer en Italie. Les Espagnols ont ce modèle d'armée-là qui fonctionne pas trop mal. Est-ce que nous, on ne pourrait pas le copier et avoir eh bien, aussi une armée avec un recrutement national? Et il répond non, parce que armer le peuple, c'est dangereux pour le pouvoir, tout simplement. Donc, on va peu à peu s'orienter vers non pas une armée dans le modèle français et puis la plupart des monarchies, comment dire, absolutistes, hein, européennes. On va s'orienter non pas vers des armées nationales tirées d'un recrutement de type conscription, mais vers des armées qu'on qualifierait plutôt aujourd'hui de proto-professionnelles. Donc, on va tout simplement recruter des professionnels qu'on va former pour une durée plus ou moins limitée. Et donc, ça nous donne des armées qui sont relativement coûteuses. Et le corollaire de cela, c'est qu'on va tout simplement en limiter aussi, comment dire, l'engagement sur le champ de bataille, de crainte de perdre un outil qui est particulièrement coûteux. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle quelqu'un comme Louis XIV, tout bêtement, va privilégier ce que Vauban avait appelé vaut mieux faire son précaré. Louis XIV déteste la bataille rangée. C'est quelque chose qui est trop coûteux, qui est trop risqué. Et donc, pour lui, comment dire, investir dans la police éthique, c'est quelque chose de beaucoup plus rationnel et comment dire, de dissuasif. On pourrait quasiment assimiler ça à notre dissuasion nucléaire d'aujourd'hui, hein, en quelque sorte. La guerre des peuples, eh bien, c'est le modèle inverse. On va passer à un système de levée en masse ici. Le peuple, on va, comment dire, ici, on demande en fin de compte on va se servir de ses forces morales. On a un levier ici qui est idéologique. Alors, le bon exemple ici de cette guerre des peuples, c'est tout simplement le décret de levée en masse de 1793. Où, donc, comment dire, on proclame, comment dire, la mobilisation de l'ensemble des forces de la nation comment dire, au triomphe final face aux ennemis de la nation. Donc voilà un petit peu ce passage de la guerre des princes à la guerre des peuples. Et j'en profite pour refaire un clin d'œil à Le Michaud d'Arçon. Le Michaud d'Arçon, quand il évoque ce passage de la guerre des princes à la guerre des peuples, c'est aussi une mise en garde. Il est en 1795, donc c'est une période où commence à avoir un léger mieux, hein, quand même au niveau, comment dire, du contexte militaire. Et c'est une mise en garde où il explique qu'il est fort probable qu'un jour les ennemis finissent par apprendre des succès français et qu'ils retournent
l'arme de la mobilisation nationale contre nous, ce qui est évidemment, comment dire, prophétique, hein. Ce qui va arriver, comment dire, évidemment en Espagne en 1812, et puis à partir de 1813, on voit très bien que les efforts de Clausewitz pour constituer une armée de réserve nationale vont permettre à la Prusse, et puis ce modèle est suivi dans d'autres États. L'archiduc Charles en Autriche constitue à peu près la même réflexion. Ça permet donc aux coalisés d'avoir de claquer des doigts et d'avoir quasiment immédiatement des forces de réserve disponibles. Merci pour cette réponse. Alors, pour continuer sur Clausewitz, effectivement, dans les programmes, c'est pas Clausewitz en tant que tel qui nous est demandé d'être abordé, mais on aborde Clausewitz par le biais une citation de son livre La guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer cette phrase, parce qu'elle peut poser souci à certains collègues et surtout à beaucoup d'élèves? C'est comment dire, ben, ça renvoie tout simplement à cette forme à la Trinité que j'évoquais tout à l'heure. C'est, on est bien sur ici le rôle du pouvoir politique et c'est tout simplement que la guerre est une autre forme de langage diplomatique qui doit amener évidemment à la conclusion de la paix. D'accord? Alors, ça, première chose. Et seconde chose, ça signifie également que les autorités militaires sont toujours subordonnées à comment dire, à pouvoir politique. À partir de là, euh, l'idée que la guerre est faite pour, comment dire, trancher, je dirais, un nœud gordien dans les relations internationales et rétablir une trame au niveau de l'équilibre des puissances, il faut l'interpréter aussi, il faut le comprendre par rapport à ce que préconise aussi Clausewitz comme politique de défense. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Une mise en garde par rapport à la montée aux extrêmes. Donc, on fait de Clausewitz un stratège de la guerre totale et de la guerre absolue. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Parce que, justement, tout à l'heure, je parlais de Jean-Claude Le Michaud, enfin, de Le Michaud d'Arçon. Le Michaud d'Arçon, c'est un des premiers à dire attention, ça va mal finir. Et c'est exactement ce qui se passe avec Napoléon. Alors, Napoléon, il est victime d'une chose. D'abord, sa propagande à l'époque en disant moi, je suis une rupture. Il y avait le directoire avant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est complètement différent. Or, c'est faux. Il est l'héritier de la politique et de la stratégie du directoire. Hein. Quelque chose comme le blocus de Berlin, ça avait déjà été testé en Italie. On voit très bien qu'il y a une incapacité à fournir, comment dire, une réponse politique, comment dire, à l'instabilité, enfin aux tensions entre puissances en Europe. Et au final, il est conduit à une espèce de course, comment dire, une guerre sans fin, avec un moment, ce qu'on appelle j'ai un trou de mémoire, avec, comment dire, zut, cette espèce de point de bascule, hein, quand les forces culminent et qu'on est incapable de les reconstituer par la suite. Et par la suite, le contre-coup est presque pire que les défaites militaires. Et ça nous renvoie au bilan on peut dire un petit peu de mal de Napoléon. Hein, c'est un peu trop rare. Donc c'est cette France qui est complètement déclassée, qui n'est plus une puissance à l'issue des guerres napoléoniennes. Ça, c'est quand même, et ça, Clausewitz, comment dire, le comprend très bien. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout ce stratège de la guerre absolue et de la guerre totale. Il dit que ça existe. Comment dire, il ne le défend pas. Au contraire, il met en garde contre toute escalade et contre toute forme de montée aux extrêmes. Ça serait plutôt Clausewitz, quelqu'un qui serait un défenseur aujourd'hui de ce qu'on qualifierait de guerre préventive ou voire même de comment dire,
une expression qui est très à la mode aujourd'hui, c'est gagner la guerre avant qu'elle n'éclate. C'est-à-dire avoir un outil militaire suffisamment crédible pour dissuader tout recours à la force dans une situation de confrontation ou de tension entre des puissances internationales. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, deuxième chose, c'est la subordination des comment dire, des autorités militaires au pouvoir politique. Donc ça, c'est extrêmement important dans la mesure où, si ce principe n'est pas respecté, chez Clausewitz, ça va pervertir jusqu'à la nature même de la guerre et ça conduit irrémédiablement à la défaite. Alors, il y a un autre auteur, comment dire, pas méconnu, il s'appelle Charles de Gaulle. Durant l'entre-deux-guerres, il a écrit petit ouvrage assez sympathique, assez intéressant à lire, Discorde chez l'ennemi, le fil de l'épée et vers l'armée de métier. Alors, pour De Gaulle, on pourrait dire la même chose que vis-à-vis de Clausewitz, souvent cité, peu lu, compris moi encore. Et donc, De Gaulle, dans la Discorde chez l'ennemi, c'est un ouvrage qui est très intéressant. Son tout premier, il écrit, il est encore officier subalterne, c'est ses travaux lorsqu'il est prisonnier en Allemagne après Verdun. Et il va étudier le système allemand. Il dit, ben, comment ça se fait, en fin de compte, que ce système politique est une monarchie parlementaire, alors que nous, on a, comment dire, un régime qui paraît beaucoup plus instable chez nous. Comment notre régime républicain parvient à l'emporter? Et donc, il met en évidence que les militaires en Allemagne, alors c'est, comment dire, cabale infernale de Ludendorff, Hindenburg et Tirpitz, ont instrumentalisé un mouvement de députés et ont fini par avoir la tête de Bethmann-Hollweg et ont quasiment instauré une dictature militaire à la fin de la guerre. Et ce, pourquoi? Pour relancer notamment la guerre sous-marine, pour négocier la paix avec, comment dire, la, la Russie, et dans un objectif précis, qui est plus stratégique, mais qui dorénavant est tactique et opératif, c'est lancer les grandes offensives de 1918. Et curieusement, bah, l'armée allemande disparaît, se vaporise, s'évapore en un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? On a subordonné la stratégie à la tactique. On a subordonné l'autorité politique, enfin, les pouvoirs politiques, aux autorités militaires. Et ça conduit invariablement à la défaite. Ok, merci pour cette réponse. Alors, autre question, toujours sur Clausewitz. Euh, il dit, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu développes un peu cela. Il dit qu'il est impossible de gagner une guerre. Pour lui, alors dans son ouvrage, c'est ce qu'il dit. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il dit ça? Ah, euh, alors ça, je suis désolé, mais là, je vois. Ok, C'est dans le livre 3, ça, mais voilà, ça, là, je sèche. ok, on oublie, je couperai. Alors, autre question, là plus large. Du coup, selon Clausewitz, la guerre, ce serait du coup un moyen de faire de la politique. C'est ce qu'il dit. C'est un des comment dire, c'est un des outils utilisés comment dire dans les stratégies de puissance, effectivement. C'est la continuité à partir du moment où de la politique. Il faut ça, c'est toute sa conception en fin de compte des relations internationales. Alors je vais pas rentrer dans le comment dire dans le détail parce que ça bon, c'est assez complexe. Clausewitz, comment dire, utilise beaucoup d'aphorismes et comment dire, il a une vision des relations internationales qui est énormément influencée par Montesquieu et sa vision de l'équilibre des puissances. Donc c'est voilà, il y a une image, il parle de la trame des relations internationales et à partir du moment où cette trame crée des nœuds, donc, c'est la guerre ici qui vient remplacer, comment dire, l'action diplomatique. Enfin, s'y substituer, même si, bien évidemment, comment dire, la guerre ne se substitue jamais totalement
comment dire, action diplomatique, il peut y avoir très bien conflit et parallèlement, comment dire, les canaux diplomatiques restent ouverts. C'est relativement, enfin voilà, ça c'est l'un n'exclut pas l'autre. D'accord. Et aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup dans les programmes de la pensée de Clausewitz, mais est-ce que tu pourrais nous brosser finalement une historiographie de la pensée de Clausewitz et des moments où elle a été pratiquée ou des moments où elle a été peut-être un peu moins? Ben, c'est très simple. Durant tout le 19e siècle, on ne, comment dire, on aborde quasiment pas, enfin, Clausewitz n'est pas lu. Pas lu. C'est, comment, on va lui préférer justement, comment dire, on va privilégier, je dirais, une approche technique, technicienne du métier chez les militaires. Donc, on va préférer des gens qui écrivent des ouvrages de recettes de cuisine comme Jomini. Alors, je suis un peu méchant, hein, c'est comment dire, ça reste très intéressant à lire Jomini, mais on ne se situe pas du tout au même niveau de réflexion. Donc, il est pas lu. Et puis, il faut préciser autre chose, c'est-à-dire que il est difficile à lire. Alors, je pratique pas l'allemand, mais c'est ce qui est chez les traducteurs, c'est comment dire, ce qui est souvent noté. Et tout au long du 19e, il est très, très mal traduit. Il y a la première traduction en France, c'est un Polonais, hein, c'est à demande du duc d'Orléans. Elle est absolument exécrable. On a une nouvelle traduction dans les années 1880 qui est un petit peu meilleure. Euh, et la première qui, qui fait autorité en France, c'est celle de Denise Naville en 1955. Depuis, il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Euh, une récemment, je ne vais pas dire du mal, hein, de traductrice, mais c'est mauvais, c'est absolument mauvais. Voilà. Ça conduit, et là, voilà le problème, ça conduit à une mauvaise interprétation de la pensée clausewitzienne. Euh, alors, quand est-ce qu'on lit Clausewitz? Eh bien, c'est très simple, quand on a été vaincu. Voilà. Lorsqu'on a pris une bonne dérouillée sur le terrain, on a besoin de revenir, comment dire, aux principes fondamentaux et de comprendre ce qu'est la guerre, comment dire, comment elle intervient dans la relation internationale et comment, à partir de là, on peut mettre, là on découle, c'est ce qu'on appelle la stratégie des moyens, comment on va concevoir l'outil militaire le plus adapté à la donne géopolitique. Donc, pour les Français, c'est très simple, hein, on a un retour à la lecture de Clausewitz, enfin, on découvre Clausewitz après la guerre franco-prussienne. Les Allemands vont relire Clausewitz après la Première Guerre mondiale, ou plutôt ils vont le lire, et un petit peu tout le monde va, comment dire, commencer à s'intéresser à la pensée clausewitzienne après la Seconde Guerre mondiale. Euh, Même jusqu'à très très récemment, à la veille de la guerre du Golfe, hein, les Américains, lorsqu'ils conçoivent leur doctrine de l'Irlande Battle, ils se repenchent sur Clausewitz. Donc, en gros, quand on a besoin de se poser les bonnes questions, qu'on a besoin de refonder sa pensée militaire, on retourne à Clausewitz parce que c'est une lecture comment dire, qui est toujours féconde. Donc voilà pour l'historiographie. Donc ces derniers temps, hein, comment dire, on a pas mal avancé. Donc j'ai notamment mon ancien collègue de Poitiers, Martin Mott, qui a beaucoup travaillé sur la question. Et puis, comment dire, le général Durieux, il a fait une thèse très, très intéressante, hein, qui a été publiée je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, chez Economica, sur, comment dire, l'enseignement, donc la façon dont Clausewitz a été enseigné successivement au sein comment dire, des académies militaires, enfin, plus particulièrement en France. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Un travail qui n'avait jamais été entrepris auparavant. D'accord, Et, merci beaucoup. Oui, et puis également, pardon. dernière aspect, Bruno Colson j'allais oublier, on n'avait plus de biographie. La dernière biographie de Clausewitz datait de 1912, donc complètement dépassée évidemment.
Et Bruno Colson vient comment dire, très récemment de nous offrir une nouvelle biographie qui est brillante. D'accord, merci beaucoup. Alors, quand on parle de cette notion de guerre, finalement, j'aimerais juste qu'on revienne au fondement de tout, c'est-à-dire à une tentative de définition. Parce que nos élèves, il faut qu'on essaye d'être le plus clair possible avec eux. Et alors, du coup, pourquoi je te pose cette question, qui est un peu une gageure, j'en conviens, parce que Clausewitz, il établit une forme de typologie des guerres. Les conflits interétatiques, les guerres civiles, les petites guerres, typologie qui d'ailleurs depuis a été approfondie, hein, les Oui. guerres intermédiaires, les non-guerres, les guerres non violentes, les guerres secrètes. On peut également parler de la guerre contre le terrorisme ou de la war on drugs, la guerre contre les drogues, hein, du gouvernement américain. Donc finalement, cette typologie, elle complexifie la notion de guerre. Alors, je sais que la question n'est pas facile, mais comment on pourrait expliquer ce que c'est qu'une guerre à nos élèves? Alors, oui, c'est comme tu disais, c'est une gageure. Donc, on a évidemment la définition traditionnelle, c'est-à-dire, comment dire, notre guerre interétatique, qui est, comment dire, qui est normée par, comment dire, le droit international tel qu'il existe quasiment depuis le XVIIe siècle, tel qu'il est fixé par Grotius, hein, tel qu'il commence à être fixé. Donc, c'est assez simple. Ça commence par une déclaration de guerre, donc ce qui suppose deux États, hein, qui se reconnaissent comme des États légitimes. Ça implique aussi le recours à la violence légitime. Donc là, quid des phénomènes qu'on appelle partisans, etc., etc. Et ça se termine par un traité de paix. Or, évidemment, comme tu viens de le souligner, aujourd'hui, on a un brouillard, pour reprendre une expression clausewitzienne, parce qu'on n'a pas forcément affaire à comment dire, à des États sur la guerre. On n'a pas forcément, donc ça peut être, comment dire, des groupes terroristes, ça peut être, comment dire, des conflictualités, des rivalités entre entreprises, etc. Ça peut être, comment dire, pas forcément des forces qui détiennent la violence légitime, groupes armés, milices. On n'a pas forcément de déclaration de guerre. Je dirais même maintenant, ça c'est devenu complètement, comment dire, anachronique. Et un traité de paix, construire la paix, ça devient extrêmement compliqué. Et puis, on a aussi l'arrivée, comment dire, de nouveaux acteurs internationaux ou supranationaux. Donc, la guerre, à partir du moment où on entend conflit armé, hein, où on inclut l'emploi de la violence armée. J'en reviens à la définition de Clausewitz, hein. C'est tout simplement un conflit où, comment dire, on emploie la violence armée, où on va avoir des autorités politiques, où on va avoir des autorités, enfin, un pouvoir politique, des autorités militaires et une population. Les guerres irrégulières, on a, euh, on a exactement ce type de schéma. Un groupe terroriste qui fait la guerre à ce qu'on appelle une autorité contestée, il va avoir un organe politique. Il va avoir, comment dire, des cellules de combat. Et la population est un enjeu également important, enfin, inclus à nouveau dans cette trinité, parce que c'est généralement la population, enfin, elle a un rôle multiple, c'est l'enjeu de cette guerre régulière, c'est le vivier de recrutement, c'est le champ de bataille, etc. etc. Donc ça, c'est les types de conflits qu'on voit déjà émerger les guerres napoléoniennes, hein, la guérilla en Espagne, mais qu'on va surtout voir émerger à partir des guerres de décolonisation. Alors voilà, là,
On va laisser de côté, comment dire, tous les aspects, comment dire, moraux de ces conflits, mais les armées, comment dire, les forces coloniales sont exactement confrontées à ces guerres régulières. Et justement, il y a un théoricien qui est assez intéressant à ce sujet. Ah. Donc, un théoricien qui est même deux théoriciens, désolé, il a failli avoir participation en plus. Donc, il y a deux théoriciens qui sont très intéressants à ce sujet. C'est le colonel Lacheroy, donc un peu oublié parce qu'il a fait un petit passage par l'OS qui lui a coûté sa carrière, et le colonel Trinquier, donc deux théoriciens qui sont confrontés dans un premier temps pour Lacheroy à ce qui se passe en Indochine, et puis tous les deux par la suite à ce qui se passe, comment dire, comment dire, au conflit algérien. Et en sortant de la Seconde Guerre mondiale, conflit classique, intra-étatique, on se trouve confronté à des forces, comment dire, à à des rébellions qui revendiquent leur autonomie, leur indépendance, etc. Et on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et Lacheroy dit, bah, c'est très simple. C'est juste une étape supplémentaire vers la guerre absolue. Parce que désormais, la nature de la guerre s'est rapprochée dangereusement de ce pôle qui est la population, et c'est un déchaînement de violence qui est absolument, comment dire, ça engendre des violences inédites. Et, et eux-mêmes, d'ailleurs, des gens comme Trinquier et Lacheroy, ils replacent après la réflexion au niveau politique, ils disent, bah, et puis on peut faire le lien avec la difficulté à faire la paix, à construire du moins des paix positives durant les opérations de maintien de la paix aujourd'hui. Bah, des gens comme Trinquier et Lacheroy disent, ou d'autres disent, bon, bah, vaincre des bandes de rebelles, comme on les appelle, c'est pas tout. C'est, par exemple, est-ce que quelqu'un comme l'empereur Baodaï Dana représente une alternative crédible, enfin politique crédible, à quelqu'un comme Ho Chi Minh? Donc, elle est là, on revient encore une fois à comment dire, cette idée de la guerre qui est la continuité de la politique par autre moyen. Donc, D'accord. voilà, pour moi, on est sur, quand on parle de guerre, on est sur de la violence armée, et on retrouve, comment dire, toujours cette trilogie. Et c'est ce qui fait toujours l'actualité de la pensée clausewitzienne. Quand on est perdu, on ne comprend plus ce qui se passe, ce qui arrivait justement dans ces conflits-là, on revient à la Trinité, on se dit, ben non, en fait, ça reste la guerre. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Alors, juste une dernière petite question, peut-être sous forme un peu de boutade. Tout à l'heure, tu as très rapidement parlé du concept de violence légitime. Alors, Oui. juste pour revenir évidemment sur Max Weber, hein, existe-t-il une violence légitime et existe-t-il un monopole de la violence légitime? Alors, c'est controversé, ça, en ce moment, hein. Je Je sais, pas. c'est pour ça que je pose la question. Bon, bah, que dire je pense que c'est aussi une question d'histoire comment dire, de la construction de nos forces armées, hein. Prenons l'exemple français, hein. À partir du moment où comment dire, la monarchie française, enfin, du moins l'État a compris qu'il ne pouvait plus dépendre de la guerre privée pour assurer sa défense, à partir du moment où il a instauré comment dire, des contributions fiscales pour créer, comment dire, cette force militaire euh, permanente. Bon, là, on peut parler, comment dire, de monopole de la violence légitime. Dans le cas français, hein, qui est un exemple que je maîtrise bien, l'interdiction, il y a des choses toutes bêtes, hein, chez nous, l'interdiction, comment dire, de posséder des armes individuelles, c'est arrivé très, très tôt, hein. On a peur enfin, hors de question que la violence, comment dire, échappe à l'État. Mais paradoxalement, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est Hervé de Révillon qui le montre assez bien. Il faut aussi maintenir, comment dire,
un certain seuil de violence chez la population pour maintenir ce vivier de recrutement pour les armées. Alors, par exemple, ça donne la création du métier de maître d'armes en France et la pratique de l'escrime sportive, hein, qui se diffuse principalement au XVIIe siècle. Et c'est pensé par le pouvoir politique, hein, comme une pratique qui va permettre de conserver ce vivier de potentiels soldats. Mais il est hors de question que la violence échappe au monopole de l'État. Donc là, je dirais Très qu'on bien. s'inscrit dans nos traditions françaises, hein, j'insiste bien. Si on prend les États-Unis, évidemment, on a affaire à quelque chose qui est complètement différent parce qu'ils n'ont pas du tout la même histoire et la violence n'a pas joué le même rôle. Merci beaucoup. Je laisse la parole à mon collègue. Bien, oui, pour une dernière question, parce qu'on s'approche de l'heure d'entretien. Alors, dernière question qui va pouvoir peut-être être longue, mais il va falloir pas trop faire long. Euh, en fait, c'est la question de l'actualité du modèle de Clausewitz. Est-ce qu'avec le terrorisme, est-ce que la conception de la guerre de Clausewitz, finalement, est-ce qu'elle n'est pas devenue obsolète et finalement inapplicable aujourd'hui? Non, non, parce que encore une fois, comment dire, alors, en fait, je vais pas, comment dire, c'est pour ça que tout à l'heure, les questions que se posait Lacheroy et Trinquier, on se les pose encore aujourd'hui. Voilà, l'ennemi, ça reste un ennemi. Il va, comment dire, comme je disais, il articule une autorité politique comment dire, en pouvoir politique, pardon, et autorité militaire, avec un enjeu qui est de retourner la population contre l'autorité contestée. Voilà, ça c'est comment dire le cadre général. Après, ça reste un ennemi comme un autre, c'est-à-dire qu'il va nous étudier et il va réfléchir à nos faiblesses pour compenser, comment dire, une infériorité. On voit très bien des milices terroristes, en sardine, c'est une poignée de types avec quelques pick-up et des armes lourdes. Comment, avec le degré de technologie dont on dispose, on n'arrive pas à les vaincre? Alors oui, on va faire comment dire, du bilan humain, c'est-à-dire, d'après mes souvenirs, à quelque chose comme 2800, près de 3000, comment dire, terroristes tués au Mali, mais la situation n'est pas pacifiée pour autant. Là, le problème, c'est toujours la réponse politique qui est apportée. Et on est dans le contexte du Mali, on a été incapable, comment dire, alors, est-ce que c'était à nous de l'apporter? Ça, c'est autre chose, notre débat. Mais on voit très bien que sur le contexte politique, on a été incapable d'apporter une réponse satisfaisante qui puisse pacifier la situation. Alors, là aussi, je mettrai un bémol. Sur ce type de conflit, il ne faut pas s'attendre à une réponse rapide. Alors, ça, c'est typique de, comment dire, de l'irrégularité. C'est que on a besoin d'apporter, c'est une réponse qui s'inscrit dans le temps long. Réponse qui a commencé à être apportée, hein, le G5 Sahel, c'était un exemple, mais également l'idée toute simple, comment dire, d'améliorer les conditions de vie des populations dans le Nord, avec tout ce qui relève de l'action civilo-militaire. Mais, autre problème, c'est que cette action, ici, au profit des populations du Nord, a été mal comprise et critiquée par les populations du sud du Mali. Voilà, on se place sur la question de la réponse politique, civile à apporter ici comment dire, au conflit. Donc ça, voilà, c'est des conflits qui exigent énormément de temps, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je réponds bien, ça mériterait des développements très longs, on va peut-être se limiter là. Oui, exactement. Malheureusement, là, on arrive sur la fin de notre podcast, mais merci Antoine Roussel pour toutes ces réponses très claires hein, qui vont formidablement aider nos collègues
de spécialité, mais même nos collègues de manière générale qui s'intéressent à ces questions. Vous retrouverez donc ce podcast sur le site académique en histoire-géographie de Mayotte qui s'appelle Jahazi. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.